On ne peut pas trouver plus grand adversaire que soi-même. Bonjour, je m'appelle Muriel Hermine, je suis championne du monde, 4 fois championne d'Europe et de nombreuses fois championne de France de natation artistique. J'ai découvert mon sport, j'avais 12 ans. À 14 ans, je suis entrée en équipe de France et ça a été le début d'une grande aventure, d'une grande passion que j'ai eue pour ce sport qui m'a entraînée à pratiquer au départ, vers 12-13 ans, à peu près 1 heure par jour. Pour terminer ma carrière, je m'entraînais 7 heures par jour pour arriver jusqu'aux Jeux Olympiques. Et vous savez, pendant tout ce temps-là, je me suis posé une question, qui était, mais à quel moment j'atteindrais ma limite et comment je le saurais? Parce que j'étais persuadée que mes limites seraient physiques, tellement j'ai emmené mon corps loin dans l'entraînement, l'effort, la souffrance même parfois. Eh bien, je n'ai jamais atteint ma limite physique. Et c'est là où je me suis rendu compte que nous étions des gens sans limite, sauf celles que nous nous mettons dans la tête. Et nous sommes tellement convaincus qu'elles existent, qu'elles deviennent notre réalité. Alors, bien sûr, j'ai eu des grandes victoires et puis j'ai eu des grands échecs. Et je voudrais vous parler d'un des plus grands échecs de ma carrière, qui a été justement les Jeux Olympiques de Séoul. L'année qui a précédé les Jeux Olympiques, il y avait les championnats d'Europe, il y avait 3 titres à remporter et j'ai remporté les 3. Et vous savez, à ce moment-là, c'est comme si j'avais atteint mon étoile, j'avais touché mon rêve. Et j'étais tellement heureuse, tellement équilibrée entre tout le travail que j'avais donné et la récompense que j'avais obtenue, que j'ai eu envie d'arrêter la compétition. Donc je suis retournée à Paris et j'ai dit à mon entraîneur, à mes sponsors, à la fédération, j'arrête. Je me sens assez forte pour sortir de l'eau et affronter le monde professionnel. Mais un mur s'est dressé devant moi. Et les gens m'ont dit, mais Muriel, tu ne peux pas t'arrêter à 1 an des Jeux. C'est la seule médaille qui te manque. Et en plus, on a tellement capitalisé sur toi. On a tellement payé des voyages à l'étranger, des stages, etc., que tu es notre locomotive et tu ne peux pas t'arrêter si près du but. J'étais jeune et je n'ai pas eu le courage d'assumer ma décision. Donc j'ai repris 1 année de plus. Mais ce qui était terrible, c'est que je n'avais plus la motivation, qui jusque-là faisait que je me levais le matin, je savais que la journée allait être difficile, mais j'étais tellement dans la passion, dans l'enthousiasme, j'aimais tellement ce que je faisais, que j'étais prête à affronter les difficultés qui se présenteraient. Là, en revanche, sans passion, sans motivation, je me suis rendu compte que je ne tiendrais pas 1 année entière à m'entraîner 7 heures par jour. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Comment je vais faire pour gagner, quelle stratégie je vais mettre en place, etc. Et puis j'ai analysé la situation. Je me suis dit, ok, quand tu gagnes, pourquoi tu gagnes? Quand tu perds, pourquoi tu perds? Et évidemment, je me suis rendu compte que ma faiblesse, c'était la technique. Mes adversaires, au niveau mondial, étaient meilleurs que moi. En revanche, ma force, c'était l'artistique. Donc, sur 7 heures d'entraînement par jour, je me suis dit, je vais en consacrer 5 à travailler mes faiblesses, la technique, et je consacrerai 2 heures de ma journée à travailler ce que j'aime, l'artistique. C'était la pire année de toute ma carrière sportive. Pourquoi? Parce que je me levais le matin, j'étais pas plus passionnée, mais en plus j'allais travailler quelque chose que je n'aimais pas. Parce qu'on n'aime pas travailler ses faiblesses. On peut toujours les travailler un peu, les améliorer, mais au fond de moi, je savais que ça n'est pas avec ces faiblesses qu'on atteint l'excellence. Et donc la victoire. Ce qui fait que je suis arrivée très fatiguée aux Jeux Olympiques, physiquement, moralement. Alors j'ai posé mes bagages dans le village et puis je suis tout de suite allée sur mon lieu d'entraînement. Je me suis échauffée et puis après je suis montée dans les gradins et je suis allée voir ce qu'avaient produit mes concurrentes, mes adversaires. Et quand j'ai vu leur niveau technique, j'ai pris conscience que j'avais fait une grave erreur.
Ça a été comme une claque pour moi. Parce que si un an avant, techniquement, j'étais là et elles étaient là, il est vrai qu'avec 5 heures d'entraînement par jour, j'étais arrivée à leur niveau. Mais le problème, c'est qu'elles avaient continué à travailler leur talent. Donc elles n'étaient plus là, elles étaient toujours là. Et j'ai pris conscience que techniquement, il y avait toujours cette différence. J'ai commencé à avoir très très peur et j'ai compris que j'avais toutes les chances de perdre. Et quand on est à ce niveau-là, où un petit grain de sable dans le mental vient tout dérégler, très souvent, la défaite est assurée. Et effectivement, j'ai échoué. Je suis arrivée 4e. Et vous savez, on dit que la 4e place, c'est la pire. Ben, je vous promets que c'est vrai. Et c'est fou, mais pendant 10 ans, j'ai porté en moi ce sentiment finalement d'être victime de cet échec. Parce qu'il ne dépendait pas de moi, il dépendait forcément des autres, de ceux qui m'avaient obligée à continuer. Et pendant 10 ans, j'ai porté ça. Un jour quand même, je me suis arrêtée et puis je me suis dit, mais attends Muriel, est-ce que tu es une victime ou est-ce que tu ne serais pas un peu responsable quand même de ce qui s'est passé? Et vous savez, quand vous décalez le regard que vous portez sur une expérience de votre vie, avec du recul, avec un peu plus de discernement aussi, eh bien, vous vous rendez compte que les choses peuvent être vues de façon complètement différente. Et évidemment, j'étais responsable. Et j'étais responsable pour 2 raisons. La première, c'est parce que je n'ai pas su prendre soin de moi. Et quand on vit dans un moment difficile de notre vie, un moment anxiogène, où on a l'impression de perdre nos repères, de perdre pied, la seule chose qui peut nous empêcher d'aller dans le mur, c'est le corps. Parce qu'il nous envoie des signaux. Et je n'ai pas su écouter ces signaux-là. Prendre soin de soi est très important. Et la deuxième chose que je n'oublierai jamais, que je n'ai jamais oubliée dans toutes mes reconversions par la suite, on ne réussit qu'en capitalisant sur ses talents. Et non pas en essayant à tout prix de gommer, d'améliorer ses faiblesses. Alors on peut toujours les travailler, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Mais n'oubliez jamais que c'est avec vos talents que vous atteindrez l'excellence, ou en tout cas que vous atteindrez l'épanouissement que vous recherchez dans votre activité. Moi sportive, mais vous professionnelle. Alors j'ai cheminé comme ça. Je suis partie à créer des grands spectacles aquatiques. On fait le tour du monde. J'ai eu jusqu'à 200 salariés au Japon. Et puis après, j'ai lancé un spectacle dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gore au Sénégal. Je suis partie dans l'humanitaire. Mais il me manquait toujours quelque chose. Il me manquait cette étoile mondiale après laquelle j'avais tellement couru que je portais toujours ce manque. Et quand j'ai eu 52 ans, j'ai décidé de reprendre la compétition. En l'occurrence, je suis coach mental et donc j'accompagne des problématiques de management, de motivation au sein d'entreprise. Et j'avais beaucoup de clients qui ont la cinquantaine qui me disaient ah oui, mais Madame Hermine, vous savez, 50 ans, on est fini. De toute façon, l'entreprise nous fait comprendre qu'il faut laisser la place aux plus jeunes. Et moi, je leur disais mais non, à 50 ans, on n'est pas fini. Il n'y a pas d'âge pour réaliser des rêves ambitieux, soulever des montagnes et mettre son épanouissement au cœur de cet enjeu. Et donc, j'ai eu des clients qui m'ont dit oui, mais prouvez-le. Et du coup, je me suis dit, dans toutes mes carrières sportives, artistiques, humanitaires, professionnelles, dans quel domaine je pourrais le mieux incarner ce message-là. Et je me suis dit, je vais reprendre la compétition. Et donc, à 52 ans, j'ai décidé de reprendre la compétition, de me préparer pour les championnats du monde, avec pour objectif, évidemment, de le gagner cette fois-ci. Et vous savez, c'est là où j'ai pris conscience que 50 ans, c'est pas mal. Parce qu'à 50 ans, on a de la maturité. On sait là où on est bon, là où les choses sont fragiles pour nous. On sait comment on résiste à la fatigue, comme on prend soin de soi, on se connaît. À l'inverse des jeunes de 20 ans qui sont tout fous, qui partent dans tous les sens. Et du coup, je me suis dit, tu as cette expérience-là, et puis tu as l'expérience de toutes les victoires remportées et de tous les échecs traversés. J'ai mis en place 2 choses essentielles que je voudrais vous partager. La première, c'est qu'il a fallu que je crée une équipe autour de moi. Je ne pouvais pas partir toute seule au championnat du monde. J'avais besoin d'un préparateur physique, d'un entraîneur,
d'un préparateur mental, parce que j'avais beau être coach mental, quand ça se passe dans votre propre tête, vous avez besoin de quelqu'un qui a le recul, de vous permettre de prendre de la distance. Donc, il fallait que j'ai à peu près 5 personnes autour de moi. Et je n'avais pas oublié que j'avais découvert que les grandes victoires individuelles n'existent pas. Une victoire est toujours un travail d'équipe. Alors, j'ai conçu une équipe autour de moi et je me suis rappelé d'une chose essentielle que je vous propose de regarder à travers cette photo-là. Vous voyez, là, vous voyez, c'est l'équipe de France qui est en compétition. Et à un moment dans le ballet, on avait besoin de montrer la nageuse la plus souple dans ce domaine-là. Beaucoup de gens, quand je montre cette photo, pensent que c'est moi. Que c'est moi parce que j'étais le manager, le capitaine de l'équipe de France. Eh bien, vous savez, ce n'est pas moi qui suis là. Moi, regardez, je suis sur cette photo-là. Je suis en bas, au milieu, sous l'eau, au milieu des nageuses qui portent la fille qui, justement, est sortie. Et pourquoi cette photo me paraît intéressante? C'est parce que sur une performance qui, chez nous, dure 3 minutes et qui impose 1800 heures de travail pour 3 minutes de performance. 1800 heures de travail pour 3 minutes de performance. Eh bien, dans ces 3 minutes, nous devons prouver que nous sommes les meilleurs en tout. En artistique, en technique, en souplesse, en vitesse. Mais attendez, qui a tous ces talents? Quel être humain a tous les talents? Personne. Ce serait trop injuste qu'il y ait des gens qui aient tout et d'autres qui n'aient rien. On a tous des talents différents et qui, lorsqu'ils sont bien gérés, deviennent complémentaires à la réussite de l'équipe. Mais ça implique, du coup, que pour ce premier moment-là, des 30 premières secondes où on doit montrer une fille super souple, eh bien on va chercher la fille la plus souple de l'équipe. Et c'est elle qui est mise en avant. Et elle a donc son moment de gloire. Elle sait qu'elle a sa raison d'être dans l'équipe et qu'elle apporte quelque chose. Et puis, les 10 secondes plus tard, eh bien, elle redisparaît, elle se fond dans le groupe. Et si on a besoin, la seconde d'après, de me présenter les meilleures techniciennes, on va chercher les meilleures techniciennes et on les montre. Ce qui fait que dans l'équipe, mais tout le monde a sa place. Je vous garantis que ça génère un esprit d'équipe, une cohésion qui fait que, eh bien, tout le monde tend vers un seul et même objectif. Et c'est parce qu'il y a cet état d'esprit et cette conscience que tout le monde a sa raison d'être, que finalement c'est toute l'équipe qui va vers la victoire. Et puis justement, quand l'équipe est construite, il faut mettre en place une stratégie. Et moi je me suis dit, ok, quelle stratégie je vais mettre en place? Et vous savez, s'entraîner, alors là, pour préparer Kazan, je ne pouvais m'entraîner que 3 heures par jour. Sachant que mes adversaires, elles avaient 20-25 ans et qu'elles allaient s'entraîner 7 heures par jour. Et que la deuxième chose, c'est que je ne me levais pas tous les matins comme à 20 ans pour aller décrocher une médaille, mais je me levais tous les matins pour vivre une vie de femme, comme la majorité d'entre vous, c'est-à-dire une vie de mère, d'épouse, d'intendance, le boulot. Et comment dans cette petite vie de 24 heures que nous offre chacune de nos journées, eh bien nous pouvons relever un challenge qui nous semble très important dans notre épanouissement à nous. Du coup, pour gérer la motivation, avec mon équipe que j'avais constituée, on s'est fixé un objectif. Et l'objectif, de toute façon, il était ambitieux, c'était être championne du monde. À partir du moment où il était très clair pour tout le monde, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à mettre des étapes sur mon parcours. Première étape, c'est qu'est-ce que j'allais construire, comment j'allais me former, comment j'allais déjà comprendre l'environnement qui était si différent entre mes 20 ans et mes 52 ans. Le monde avait changé, la technique avait changé, la façon de nager avait changé, mes adversaires, tout avait changé. Le monde avait changé autour de moi. Et moi, je m'étais arrêtée 30 ans avant. Donc comment comprendre cette évolution? Comment la digérer? Comment l'intégrer? Forcément, ça a passé par me former, aller m'entraîner avec les meilleures nageuses. Dans ma discipline, ce sont les Russes et les Américaines. Eh bien, toute mon équipe et moi-même, nous sommes partis nous entraîner chez les Russes, chez les Américaines, pour comprendre
comment ils fonctionnaient, qu'est-ce qu'ils avaient de plus, pour essayer d'acquérir les compétences qui pouvaient manquer à l'équipe. Et puis quand tout ce travail a été fait, la première échéance est arrivée. Et la première échéance, c'était une compétition amicale. Et vous savez, dans mon sport, ce n'est pas le chronomètre qui décide si vous êtes le meilleur ou pas. C'est le jugement humain. C'est donc la perception que les gens ont de la performance que vous présentez. C'est-à-dire, alors pour nous, la façon de nager, l'expression qu'on met, la conviction qu'on met dans le message qu'on veut faire passer. Ça touche pas. Ça touche, vous avez une bonne note. Ça touche pas, les juges vous donnent une mauvaise note et vous pourrez repartir par la porte, c'est terminé. Donc comment convaincre ? Et c'est ce jugement qui est si important. Et j'ai pris conscience dans ma préparation que il y a des jours où j'étais fatiguée, il y a des jours où je n'en pouvais plus. Et bien à chaque fois, je me disais, Muriel, dans ces moments qui sont difficiles, n'essaye pas de faire mieux qu'hier ou mieux qu'il y a 10 ans. Essaye juste de faire aussi bien qu'hier. Pas plus, pas moins. Essaye d'être aussi performante qu'hier. Parce que demain est un autre jour. Réussis déjà aujourd'hui. Et vous savez, je me suis rendu compte que sur tout l'entraînement que je donnais, la réalité, c'est que mes adversaires, j'allais les croiser 2 fois, 3 fois dans mon année sur ma route. Mais dans la réalité de mon quotidien, contre qui je me battais ? Mais contre moi, contre mes doutes, mes peurs, ma désespérance par moments. Parce qu'il y a des moments où je me disais, mais tu es folle, c'est impossible ce que tu fais, tu n'y arriveras pas. Et c'est là où j'ai pu compter sur mon entourage, sur ma famille d'abord, sur mon équipe après, et puis sur les gens qui ont cru dans mon projet, qui l'ont porté, qui m'ont soutenu dans les moments difficiles et que moi je motivais dans les moments où j'étais là-haut et où j'y croyais tellement que pour moi la victoire, il suffisait d'aller la chercher. Donc cette quête de courage, de persévérance, de savoir que chaque journée est une petite victoire. Alors bien sûr, je suis arrivée au championnat du monde. Eh bien, j'ai gagné les championnats du monde. J'ai gagné les championnats du monde dans ma catégorie et j'ai gagné les championnats du monde dans toutes catégories confondues face aux jeunes. Alors vous savez, je vous ai apporté la médaille. Je vous l'ai apportée parce que c'est une médaille d'or, c'est la plus belle médaille de toute ma carrière. Elle a énormément de valeur pour moi, même si c'est une médaille d'or qui n'est même pas en or. En vérité, elle coûte quoi ? 50 € à la boutique du coin ? N'importe qui peut aller acheter une médaille comme ça. Alors qu'est-ce qui en fait sa valeur ? Eh bien, c'est les moments de doute dépassés, c'est les échecs transcendés, c'est les renoncements qu'elle m'a demandés, parce que j'avais plein de choses dans ma vie. Et on ne peut pas avoir plein de choses et puis désirer en acquérir encore sans que forcément à un moment donné, on ne doive renoncer à quelque chose. Donc elle est porteuse aussi de moments importants de renoncement. Mais elle est extraordinaire parce que j'ai pu l'acquérir, parce que j'ai eu des victoires dans ma vie et puis j'ai eu des échecs. Et ce qu'elle me permet de me rappeler, c'est que c'est dans les échecs que j'ai le plus grandi et que j'ai le plus appris. Et que finalement, les échecs ne sont que des expériences dans la vie. Alors vous, chez vous, actuellement, ça fait un moment déjà que votre environnement vous oblige à vous adapter, à regarder ce qui se passe autour, à vous remettre en question régulièrement. Mais vous savez, avant de vous parler, j'ai discuté avec vos dirigeants et je me suis rendu compte qu'ils avaient une vision claire de là où ils veulent vous emmener. Ils ont envie de vous permettre de sortir de la crise du Covid que nous traversons tous plus fort, en ayant retrouvé la motivation, l'enthousiasme d'avancer. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que finalement, eh bien, cette période de Covid pouvait être une opportunité. L'opportunité finalement d'avoir un peu de temps et de pouvoir redéfinir qui vous êtes vraiment. Parce que si je vous pose la question, qui êtes-vous ? Est-ce que vous connaissez réellement où sont vos talents, où sont vos compétences ? Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui pour finalement être plus performant dans votre posture professionnelle ? Je pense que beaucoup diraient, mais je ne sais pas.
Et cette période de Covid qui finalement nous offre du temps, même si on en souffre, elle nous offre du temps. Et ce temps-là, eh bien, on peut le mettre à notre profit. Et vous voyez, ils m'ont parlé d'une formation qu'ils voulaient vous proposer. Une formation, je fais l'analogie. Aujourd'hui, dans votre métier, vous vendez un voyage vers le monde extérieur. Eh bien, cette formation, c'est un voyage vers votre monde intérieur, votre réalité intérieure, de qui vous êtes, comment vous fonctionnez, comment vous pourriez encore vous améliorer, acquérir des compétences. Et je trouve que c'est un magnifique voyage. Et c'est parce que j'ai fait ce voyage que j'ai été capable, à 52 ans, de gagner les championnats du monde. Alors vous savez, le sport m'a appris une chose essentielle. Si je devais retenir un élément, c'est qu'on ne peut pas trouver plus grand adversaire que soi-même. Parce que c'est toujours contre soi qu'on se bat, contre nos doutes, nos peurs, notre incapacité à accepter qui nous sommes vraiment, avec nos forces et nos fragilités. Et souvent, j'ai une phrase de mon ami Luis Fernandez, qui est ce grand champion de football, qui souvent m'a dit « Mais tu sais Muriel, en compétition, il y a toujours un premier et un dernier. Mais l'essentiel est de ne jamais être le second de soi-même. » Je vous souhaite de vivre cette formation, de la vivre pleinement, d'accueillir tout ce qu'elle peut vous apporter et qu'elle trace votre route vers votre épanouissement.